MG, deux lettres qui ont marqué l'histoire de l'automobile britannique. Cette année, ce constructeur atypique fête ses 100 ans. Un siècle d'une histoire passionnante et riche en rebondissements. Direct Auto vous retrace son aventure. L'histoire de la marque débute sous l'impulsion d'un homme, Cecil Kimber. Passionné de sport auto et employé de la marque Morris, il décide de transformer de sages voitures de tous les jours en véhicules plus sportifs. Christian Lissot est intarissable sur l'histoire de la marque. En 1923, il commence par modifier une Morris Oxford pour la rendre plus sportive, avec une ligne plus basse. Donc bien sûr, il faut modifier la carrosserie, il faut intervenir un petit peu sur le châssis, mais pas trop, parce qu'il doit garder la garantie des véhicules Morris. Et donc il en modifie 6 à l'époque. C'est ce qu'on appelle maintenant la MG Raworth, du nom de la carrosserie. La MG de Christian, c'est une TC de 1945. Lancée avant-guerre, ce modèle l'a fait craquer, comme beaucoup d'autres MG. Il se trouve que mon épouse est anglaise, donc à l'origine, je m'intéressais plutôt aux voitures françaises. Et puis, forcément, il fallait que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y avait outre-Manche. Ce que j'adore dans la marque MG, c'est cette histoire, parce que c'est une histoire qui démarre en 1923. Il y a eu énormément de modèles différents. Il y a une grande richesse dans cette marque, il y a une histoire, il y a des hommes aussi. Vraiment, c'est ce qui m'a plu et d'ailleurs que je n'ai pas découvert tout de suite. C'est venu au fur et à mesure de mes achats de véhicules et c'est là où j'ai commencé à comprendre tout l'intérêt de cette marque. La sportivité à l'anglaise est souvent associée à Lotus. Et pourtant, cette marque était un des précurseurs du concept. Mais en 1928, il y a une Morris qui sort, qui est la Morris Minor. Et là, Kimber décide de la modifier, toujours dans l'esprit sportif. Et cette voiture va avoir beaucoup de succès, elle va être vendue à plus de 3000 exemplaires. Et ça va être vraiment, pour moi, les vrais débuts de la marque. Un des tournants majeurs se passe en 1955, avec la sortie de la MG-A. Un roadster révolutionnaire qui propulse la marque dans une autre dimension. Plus de 100 000 exemplaires construits en seulement 7 ans, Martin possède un sublime modèle restauré dont il a toujours rêvé. C'est une voiture que j'ai vue pour la première fois il y a à peu près 25 ans, dans les années 2000. Le meilleur ami de mon père qui avait acheté ça. Et depuis, j'ai toujours adoré cette voiture. Elle n'est pas sous une bâche, elle dort à la maison et je m'en sers pour aller bosser. Je m'en sers le samedi, le dimanche. J'ai mis une ceinture pour les enfants. On va se balader. Voilà, tranquille. En 1962, nouveau coup de maître pour MG. La sortie de la B qui restera pendant plusieurs décennies le cabriolet le plus vendu au monde, avec un carton des ventes aux USA notamment. Alors, la MGA, ça restait un roadster. Ouais. Quand on parle de roadster, c'est en fait les vitres latérales sont des side screens, donc des espèces de plaques en plexiglas qu'on range dans le coffre. Donc c'est pas très pratique. Et la MGA, effectivement, quand il pleut, on prend la flotte, clairement. La MGB, elle va arriver avec un côté beaucoup plus pratique. Donc elle va allier le côté cabriolet anglais, puisque alors la MGB avec ses vitres remontantes, on ne peut plus parler de roadster, mais on parle de cabriolet. Ouais. Donc elle va amener ce côté cabriolet, les cheveux au vent, mais un côté pratique qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec les modèles précédents. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé de sa réussite. Philippe possède l'un des 2591 exemplaires de MGB GT V8, un modèle rarissime en France puisqu'il n'a été vendu qu'en Angleterre. Donc c'est le moteur en fait du Range Rover qui se trouve à l'intérieur de la première série des Range Rover, qui est un V8 donc de 3,5 litres qui développe 137 chevaux. Qui n'est pas énorme, surtout pour un V8. Le rapport poids-puissance est très faible. Mais par contre, c'est comme un tracteur, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de couple. Et puis le 0 à 100 s'effectue en 8 secondes à peu près. Et qu'elle arrive à 201 km/h chrono exactement. Donc ce qui en faisait une voiture performante. Avec sa fille Léa, ils partagent en famille leur passion pour la marque.
Mes premiers souvenirs, ils sont assez vieux parce que j'ai l'impression d'être née dans la voiture tellement qu'ils sont anciens. Elle avait 5 ans, elle avait 5 ans en fait. Je crois que Donc c'est là, on ça. est- J'ai commencé à être baladée dans l'AMG vraiment très jeune. Je ne faisais même pas la taille de la portière, je pense. Où mon papa m'emmenait dans des balades. Je mettais un réhausseur d'ailleurs sur le siège pour qu'elle puisse voir la route et admirer donc le paysage. Et puis elle a été très très bien acceptée dès le départ. Elle a même été choyée par tous les membres du club, qui a fait que finalement c'est ça qui lui a donné le virus. Et oui, Léa roule en MG, évidemment, une TF, série spéciale, 20e anniversaire. Le succès de la marque auprès du grand public ne peut pas être dissocié de son omniprésence en sport automobile. Dès les années 30, elle décroche de nombreux records de vitesse, puis s'illustre lors des 24 heures du Mans ou les 12 heures de Sebring. Jusqu'à sa disparition et malgré de nombreux déboires financiers, la marque a toujours été présente en compétition. Vas-y. Willy et Antoine préparent de nombreuses voitures de rallye historiques. Et encore aujourd'hui, MG reste très prisé des pilotes. Vrai Sebring d'époque qu'un client a acheté et qui a été transformé avec les grosses ailes avec le kit, comme elle est là. Et donc il est tombé amoureux de cette auto-là. À conduire, c'est fun, ça, pour faire de la glisse, il n'y a rien de tel. Ça va très très bien, quoi. C'est amusant, quoi. C'est pas comme une voiture moderne avec plein d'électronique, quoi. Ça glisse. C'est vraiment une auto, c'est fabuleux, quoi, conduire. Pour le V8, c'est quand même un beau bruit et tout. Bon, c'est sportif à conduire. C'est un peu violent quand on accélère et tout. Mais bon, moi, je préfère rouler avec le V8 qu'avec le 4 cylindres. Franchement, c'est du sport parce que les trains sont rigides, la direction n'est pas assistée. Le V8, c'est vrai qu'il est quand même lourd, donc à conduire, c'est vraiment spécial. Et non, c'est plaisant quand même. À conduire, je préfère une MGB que celle-ci, mais non, c'est vraiment quand même plaisant. Un V8 sur une MG, on en verra un autre un peu plus tard. Dans les années 70, MG fait partie du groupe British Leyland, qui compte également Triumph, Rover, Jaguar ou encore Austin. Mais la gestion interne est désastreuse et les marques disparaissent les unes après les autres. Ils ferment l'usine d'Abingdon en 1980. Donc c'est la fin de la MGB et de la Midjet notamment. Ces deux modèles disparaissent. Et après, on va retrouver le logo MG sur des voitures du groupe, qui sont simplement des voitures badgées, avec des mécaniques un petit peu vitaminées. C'était un peu l'idée de garder ce côté sportif. Donc vous pouvez voir des Morris, des Austin, et les déclinaisons sportives c'était des MG. Métro, Maestro ou Montego, la gamme des années 80 perd son ADN d'origine. C'est le début de la chute de ce fleuron britannique. En janvier 1994, BMW rachète à son tour MG. La F vient redonner un coup de jeune et est un succès avec plus de 77 000 exemplaires produits. Pourtant, les finances restent dans le rouge et l'entreprise est à nouveau vendue en 2000 à 4 hommes d'affaires, des rebondissements à n'en plus finir. À l'époque, la gamme propose alors 3 modèles sportifs au prix attractif, la ZS, la ZR et la ZT. Renault a craqué pour un ZT et un ZTT. Ça, c'est une des toutes premières MK1, la première série de ZT, qui avait encore cette face avant. La voiture a été designée par Peter Stevens. Elle avait encore la face avant qui fait un peu Bentley avec la calandre et la grille. Et celle d'à côté, c'est une des dernières MK2 ZT qui est sortie 2004, tout début 2005, juste avant que ça ferme, où ils ont juste modifié les phares, la calandre et le pare-choc. La base de ces modèles est en fait des Rover 75. Celle-là, c'était le haut de gamme de la ZT V6. Donc c'était la 190 chevaux. C'était le moteur le plus puissant avant qu'il sorte la V8. Boîte mécanique 5 vitesses. C'est une traction moteur transversal. Et quand ils ont construit la V8, là, ça a été tour de force mécanique.
Il a fallu modifier complètement la caisse qui n'avait pas été conçue pour être une propulsion. Donc ils ont changé le berceau avant, recréé un berceau à l'arrière pour accueillir le différentiel et le pont. Et là on a donc un V8 longitudinal qui reprend le V8 de la Mustang, la boîte de la Mustang, et un train arrière complètement inédit. Un exemplaire rarissime de ZT qui ne demande qu'à faire ronronner son V8 Mustang. Sous le capot se cache un V8. Ça, c'est quand même incroyable. Un V8 4 litres 6 qui n'était pas un foudre de guerre pour l'époque, parce qu'on est quand même, alors que l'auto est sortie en 2004, c'est un simple 2 soupapes par cylindre qui n'a pas une puissance nominale énorme, parce qu'on est à 260 chevaux pour 4 litres 6. Il y a énormément de couples. C'est du V8 basique de Mustang de la fin des années 90, mais ça fait le job et ça distille les sensations. C'est la définition même du sleeper. Je pense que c'est la voiture qui représente le mieux ce concept. C'est une berline tranquille, presque avec un physique de Rover 75 diesel pour celui qui n'a pas l'œil exercé, et se cache en dessous un V8 Atmo de 4 litres 6 et des trains roulants faits par ProDrive. Personne ne peut le deviner. Seuls 6 exemplaires de ZT V8 ont été vendus en France. Dans les années 2000, le gros des ventes se fait sur les motorisations diesel. Folie aussi anglaise qui a perduré jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Même s'ils n'avaient plus d'argent, ils ont continué à essayer de faire des projets un petit peu délirants à l'image de la V8 dans laquelle on est. Ouais, exactement. Au lieu d'être pragmatique et de se dire on va vendre de la petite sportive rentable et puis remplir les caisses, ils ont voulu faire ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire la folie complète de transformer une caisse et d'en faire une propulsion avec un V8. Pourtant, l'entreprise ne retrouvera jamais un modèle économique viable et la marque fait faillite le 8 avril 2005. Aujourd'hui, MG, qu'est-ce que ça représente pour les Anglais, cette marque ? Je pense que les racines de la marque se remontent à tellement loin que je pense que c'est comme certaines marques, comme, je sais pas, comme Alpine par exemple chez nous, qu'on vraiment, on associe MG au sport, à l'automobile sportive. Et je pense que les Anglais, c'est ça qu'ils ont dans l'inconscient collectif. De plus, il faut reconnaître qu'avec le succès des modèles comme les MG1 ou MGB, on voyait des MG partout dans les rues. Donc c'est quand même quelque chose qui évoque beaucoup pour les Anglais. Aujourd'hui, la marque connaît une seconde vie. Racheté par un groupe chinois, le constructeur est revenu sur le devant de la scène début 2010. MG compte plusieurs modèles et n'a pas oublié son ADN sportif historique à l'image de la 4 X-Power. La prochaine Cyberster, qui arrivera en France à la fin de l'année, s'annonce également très prometteuse. Une nouvelle page d'une histoire riche en rebondissements.